Balenciaga, il arrive d'Espagne, on l'appelle déjà le maître, la splendeur absolue. Gabrielle Chanel, l'irrégulière redoutable, et son monde qui rassemble la fleur de l'avant-garde. Lucien Lelong, le galant homme qui a tout compris de l'industrie de la couture. Jean Ozen et Max Kena ont vu juste. Les dessins de Christian Dior trouvent de plus en plus aisément preneurs et il en profite pour tourner la page amère des années de vache enragée. Roadster et installation stratégique à l'hôtel Montana, place du Palais Bourbon, avec sa sœur Catherine, et tout près de chez Marie-Louise Bousquet, véritable carnet d'adresses ambulant et hôtesse du Tout Paris des Arts et Lettres. Ainsi que de la rédaction de Vogue, où officient Michel de Brunoff et la duchesse Solange d'Ayen, êtres raffinés et généreux, possédant mieux que quiconque les clés de la haute couture. Il persuade sans peine Robert Piguet de rencontrer Christian Dior et de l'engager comme modéliste. Robert Piguet, d'origine suisse, a ouvert ses salons au rond-point des Champs-Élysées et il possède l'une des meilleures clientèles de Paris. Créateur talentueux, mais au penchant très classique, il fait marcher sa maison comme une entreprise horlogère. Pour Christian, c'est un premier emploi régulier, ainsi que la découverte d'une discipline qui n'a décidément rien de frivole. Il s'imprègne de cette organisation impeccable, fondée sur la rigueur, le travail, le partage précis des tâches et des emplois, ainsi que des bénéfices d'une société florissante. Robert Piguet admire aussi tout particulièrement Bébé, qui est dans une phase de sevrage relatif, dessine et peint pour lui, et le régal de son esprit étincelant quand il vient le voir, après avoir fini d'essuyer ses pinceaux sur son chien. Il est donc naturel que Christian se sente chez lui, malgré le caractère lunatique et la propension à diviser pour régner de son patron. En fait, Robert Piguet sent bien que le talent de Christian Dior est différent, sinon supérieur au sien. Et il a tendance à jouer au maître pour se rassurer. Mais comme il est aussi très avisé, il lui laisse rapidement les clés de ses collections, où perce déjà un style et des créations à nul autre pareil. Le Figaro diffuse aussi désormais les dessins de Christian. Ils paraissent sous la houlette de la maison Robert Piguet, comme c'est naturel, mais on connaît le nom de leur auteur. Un jeune photographe allemand qui a fui le nazisme s'émerveille de découvrir tant de raffinement. Willy Mewald devient l'ami pour la vie de Christian Dior. Cependant, Harper's Bazaar, cuirassé américain de la presse de mode, délègue à Paris chaque année sa grande prêtresse Carmel Snow. The new silhouette is slim. It molds the figure and leaves nothing to the imagination. Les jugements de Carmel sont avidement écoutés par des millions d'Américaines et par l'industrie de la confection au regard rivé sur la France. Elle a l'esprit acerbe, l'œil très sûr, la plume alerte. Elle adore Paris et encore plus au fond d'un verre de gin. Elle retient le nom de Christian Dior et le glisse dans ses articles. Carmel a une rivale, Bettina Ballard, la main de fer de la rédaction du Vogue américain, dans celle plus ondoyante du Vogue français où l'on déjeune jusqu'à 4 heures. Mais Bettina aime autant la France que Carmel. Le rôle de Christian Dior ne lui a pas échappé. Elle insiste auprès du bureau de New York pour qu'on parle de lui. Christian n'est pas encore conscient de cette agitation transatlantique. Il se contente de s'installer rue Royale avec Jacques Humbert, un garçon de son âge, discret, bien élevé et tranquille. Une liaison à leur image qui ne fait pas de vagues à l'extérieur. Alors que les nuages de la politique étrangère sont de plus en plus menaçants, Paris s'étourdit dans une folle succession de fêtes.
On y a toujours besoin de nouvelles têtes. Celle de Christian revient tout à fait au comte de Beaumont, inoxydable ordonnateur des bals costumés dont il laisse un peu traîner les factures. Ainsi qu'à Elsie de Wolf, milliardaire américaine et pionnière imbattable, du plus on vieillit et plus il faut avoir l'air jeune. Gros succès de Bébé en petit chaperon rouge à faire peur au grand méchant loup pour le bal des comtes de Perrault. Or justement, dopée par l'avalanche des cartons d'invitation, Marie-Laure de Noailles invente avec Boris Cosneau et Bébé une série de bals à thème comme autant de chefs-d'œuvre artistiques éphémères. C'est toujours beau un bal qui s'achève à l'aube, mais en ce matin de l'été 39, le jeu de mots de l'ambassadrice de Pologne « Venez danser dans mon Danzig » devient subitement amer. Hitler fait bombarder Varsovie et la guerre est déclarée. Tout est à recommencer. Christian est mobilisé dans la réserve qui doit suppléer les paysans à Méun-sur-Yèvre, en plein Berry. Pas de nouvelles de Bébé, une recrue de choix certainement pour la drôle de guerre. Mais en revanche, langage vert et plaisanterie salace de la part de Bidas qui n'ont jamais entendu parler de Robert Piguet et de Marie-Laure de Noailles. Avec sa bienveillance inépuisable, Christian s'adapte parfaitement à la situation, comme à ses nouveaux amis. Ce sont pour la plupart des garçons des villes, coupés de leurs femmes et de leurs familles, qui considèrent la campagne avec méfiance. Ils sont sidérés de voir Christian patauger gaiement en sabots dans la boue et rentrer les bêtes comme un vrai paysan. Cette solidarité active ne l'empêche pas de se réserver un abri pour dessiner. Il loge dans une maisonnette à part avec un bon poêle et il trouve dans les fermes où il travaille de quoi améliorer l'ordinaire. Le menu du réveillon dont il régale ses camarades vaut bien la carte du Fouquet's, si chère aux carettes de la grande illusion, le film de Renoir que Christian a beaucoup aimé. Au fond, Christian Dior n'a aucun des préjugés ni des réflexes de son milieu d'origine. Il aime les gens qui ne lui ressemblent pas et d'où qu'ils viennent. Une leçon de ses revers de fortune ou l'expression d'une intelligence et d'une générosité exceptionnelle. Oui, on serait bien restés tous ensemble encore un peu à Méun-sur-Yèvre, maintenant que le printemps est arrivé et qu'on pourrait aller se baigner dans la rivière avec les enfants du village. Déferlement de l'armée ennemie. Christian sort sain et sauf de la débâcle et se retrouve démobilisé dans la petite maison de Calian avec sa sœur, son père et Marthe, décidément providentielle. Mais nourrir 4 personnes démunies de tout est une gageure. Miracle, un collectionneur oublié dans la tourmente fait parvenir un mandat inespéré, de quoi acheter des semences de petits pois. Christian retrouve son amour de la terre et entraîne toute la famille dans ses plantations. C'est bon les petits pois, ça pousse vite et bien sous le soleil de Provence. Et c'est très nourrissant. On en raffole aussi sur la Côte d'Azur, qui affiche complet avec tous les réfugiés de l'Exode. Christian fait régulièrement le trajet à pied jusqu'à Grasse et ensuite vers Cannes avec le car à gazogène pour vendre ses petits pois. Christian ne se plaint jamais. Et comme il passe, chemin faisant, devant une noble demeure abandonnée, envahie par les ronces, le château de la Colle Noire, il trompe sa fatigue en calculant par jeu le nombre de sacs de petits pois qu'il faudrait vendre pour l'acquérir. Non, décidément, ça ne suffira pas, il faut trouver une autre solution. À Cannes, c'est comme si la catastrophe n'avait pas eu lieu. Bain de soleil, soldats vaincus lorgnant les jolies femmes sur la croisette, thé dansant dans les palaces. Christian rate quelquefois le quart du retour pour rire aux espiègleries désopilantes d'une sorte d'adolescent lunaire, le charmant Marc Dolnitz. Il continue aussi à dessiner. Alice Chavannes, journaliste de mode au Figaro, envoie ses esquisses à la rédaction repliées en zone libre. Elle le persuade de rentrer à Paris, où les maisons de couture n'ont pas fermé.
Christian hésite, puis abandonne ses petits pois à regret. Le Paris sous la botte offre un spectacle de désolation. La rue Royale est cernée, on a faim et froid en permanence, infamie de l'étoile jaune. Mais les Parisiennes n'ont pas renoncé à leur coquetterie malgré la bicyclette. C'est même un acte de résistance à l'égard de celles qui cèdent aux avances des ennemis et aux fêtes cyniques des boîtes à marché noir. Christian est aussi horrifié par les dérives de la mode qui virilisent les femmes, turbans militaires, uniformes aux épaules larges. Et le style zazou de la jeunesse plus ou moins rebelle lui semble aussi une insulte à l'élégance française. Lucien Lelong l'engage alors comme modéliste. Président de la chambre syndicale, c'est un homme remarquable par ses qualités humaines et son courage, face aux exigences des Allemands qui menacent de transplanter toute la couture française à Vienne et Berlin. C'est aussi un créateur expérimenté mais modeste, qui s'appuie sur ses modélistes. Il admet tout de suite que Christian est le plus brillant et il lui accorde une confiance absolue. Soulignons le grand effort accompli aujourd'hui par la haute couture parisienne afin de redonner la vie à cette industrie de luxe qui a porté dans le monde entier le goût et l'élégance française. Les modélistes se sont mis au travail afin de trouver les nouveaux ensembles qui seront adoptés cet hiver. Et bientôt, la collection d'hiver sera prête à affronter le jugement des clients. Comme nous le voyons ici, les ensembles sont adaptés aux circonstances présentes. Sobriété dans les coloris, simplicité dans la ligne, telles sont les caractéristiques des robes, des tailleurs et des manteaux que vous porterez cet hiver, mesdames. Et malgré les restrictions de tissu, ce sont désormais les modèles de Christian Dior qui portent la maison Lucien Lelong. Il y règne d'ailleurs une atmosphère très amicale. Christian se lie ainsi avec un autre modéliste, Pierre Balmain, et découvre en Raymond Zenacker, directrice du studio, l'âme sœur qui comprend tout. On ne vivait que dans l'espoir qu'on gagnerait. Nous nous sommes tous beaucoup aimés les uns les autres. Lucien Lelong délègue aussi à Christian les garde-robes de cinéma. Denise Tual, dont le mari réalise le lit à colonnes, Odette Joyeux, la grande vedette, ne réclame plus que lui. Et c'est un travail assez ingrat, trop de contraintes. Le scénario intime de Christian n'est pas celui des films. Il apprend aussi autre chose d'essentiel. Lucien Lelong a sauvé la couture française contre Vichy l'occupant sans perdre son âme. Ainsi, il n'est pas de grande œuvre sans le socle de la morale. Or, la clientèle n'a pas non plus disparu, même s'il s'y glisse quelques souris grises germaniques et autres rongeuses qui ont fait leur bon beurre au marché noir. Raison de plus pour promouvoir un chic féminin inaltérable. Ainsi, Jacques Fat, nourri au lait de la peinture et de la mode depuis son enfance, et qui a ouvert sa maison avant la guerre, dispose d'un atout exceptionnel en plus de son talent, sa femme Geneviève à la beauté solaire. Et Marcel Rochas, le modèle de Falbala, est accompagné de la belle Hélène, promise au destin de reine de Paris. Christian n'oubliera jamais ni la cruauté ni la ferveur de ce temps-là. À cette période si désolante, c'était absolument merveilleux de voir qu'avec si peu de choses, si peu de moyens, on pouvait vous apporter tant et tant de promesses. Il vit alors avec Catherine. Ils se sont toujours préférés, mais il y a une fêlure indéfinissable dans leur connivence que Christian ne s'explique pas, comme un secret. Rien de tel avec Pierre Coll, qui l'invite à fuir l'atmosphère oppressante de Paris dans sa maison de Fleury-en-Bière. Il s'est marié avec Carmen, une jeune femme délicieuse et poétique d'origine mexicaine, qui lui a donné 3 petites filles. La vocation de parrain s'épanouit pour celui qu'elles appellent Thio Christian.
Chez Pierre et Carmen, il retrouve aussi un peu de l'air d'autrefois. Derain est un habitué de la maison et Pierre n'a pas renoncé à sa carrière de galériste. Et puis il a enfin de bonnes nouvelles de Bébé, qui s'est installée dans le Midi et navigue entre la comtesse Pastré, bienfaitrice de Marseille, Jean Hugo en Camargue et un petit cabanon près de la mer. Provisoirement sevré d'opium, libéré de toute frivolité mondaine, ainsi que de l'ennuyeuse obligation de se laver tous les jours, Bébé s'est remis à la peinture et travaille sans relâche. Il cherche à rattraper le temps perdu, à courir, le cacher pour payer ses doses. En revanche, le drame de Max Jacob étreint tous ceux qui l'aiment et souligne pour Christian l'atrocité de cette époque. Le peintre et poète s'est réfugié à Quimper, sa ville natale. Il s'y sent protégé par la population locale et des traditions rétives à s'incliner devant la loi de l'occupant. Même le commissaire a hésité à tamponner ses papiers avec le cachet qui le désigne au danger. C'est Max qui a insisté, par bravade et parce qu'il se sent intensément catholique. Pourtant, l'étau se resserre et il ne sait pas se cacher. Des amis sûrs l'emmènent à la campagne. Une logeuse au grand cœur le garde sous clé. Il continue à narguer ses ennemis. La Gestapo l'arrête, il meurt à Drancy de détresse et d'épuisement quand Christian Cocteau-Sauguet se démène à Paris pour tenter de le faire libérer. Le secret de Catherine se déchire alors brusquement. Agent de liaison d'un réseau de résistance, elle est prise, torturée, emportée à Ravensbrück dans le dernier train qui part de Paris. Comment Christian, consumé par l'angoisse et le chagrin, pourrait-il partager le fol élan de joie de la libération? Sur les visages radieux des jeunes filles qui accueillent les libérateurs, il ne voit que les traits de sa sœur. Et c'est avec l'énergie du désespoir qu'il dessine le tailleur Welcome qui leur irait si bien et dont il ne sait si elle le portera un jour. L'hiver 1945 est atroce, plus froid que jamais. Christian écrit constamment à son père et à Marthe pour leur remonter le moral. Des rumeurs circulent selon lesquelles Catherine serait encore vivante, mais comment vérifier? Et puis il faut continuer à travailler tous les jours, la discipline sauve du désespoir. Survient la nouvelle inespérée. Catherine a échappé à la mort. Elle est dans l'un des trains qui ramènent les rescapés des camps. Ce sont des femmes à tout jamais marquées au plus profond d'elles-mêmes, comme Marie-Claude Vaillant-Couturier, et qui portent sur leur visage les stigmates des souffrances qu'elles ont endurées. Devant Catherine, désormais la détestation définitive des extrêmes appartient à Christian, l'homme qui ne savait pas haïr. Les années de guerre ont coupé la haute couture française des marchés américains. Jamais à court d'idées, Lucien Lelon imagine alors de la faire voyager sous la forme de petites poupées. Il appelle Bébé comme metteur en scène. Je fais ça pour que les Américains aient le dernier goût de Paris, avec tout ce que ça comporte de tradition. Car le théâtre que je fais, qui invitera les poupées, est fait suivant la tradition du XVIIIe siècle, mais avec tout ce que ça peut comporter de moderne et d'amusant. Tout ça sera divers, et c'est ça que nous cherchions à faire, c'est de tendre à une diversité générale. Compte tenu des restrictions, il était impossible de faire voyager de vraies collections avec de vrais mannequins. Mais tous les couturiers s'y sont mis avec enthousiasme, les poupées sont si bien réalisées, les décors tellement soignés que l'idée géniale remporte un succès fou, et notamment à New York, où Carmel Snow triomphe sur le thème « Je vous l'avais bien dit, Paris sera toujours Paris ».
Elle s'y précipite d'ailleurs avec autant de fougue qu'elle en mit à lancer Lorraine Bacal, dans des conditions invraisemblables, transport de troupes, aérodrome dévasté. Un genre d'héroïsme pour le chiffon dont sa rivale Bettina Ballard mesure la vraie grandeur. Elle accourt elle aussi après 4 ans sous les drapeaux, mais plus sensible que Carmel aux ravages de la guerre sur les cœurs et les consciences, elle porte d'autant plus de soin à mettre en scène la renaissance de la couture française. Carmel et Bettina sont à l'affût de tous les créateurs qui incarneraient leur passion pour la couture et la France. Ainsi Jacques Fath, qui donne l'impression qu'aucune tragédie ne pourrait l'affecter et qui marche d'un pas qu'on pourrait définir dansant et léger vers les pages de leur magazine. La Parisienne élégante est de retour, mais la clientèle américaine doute encore. Celui qui ne doute pas en revanche de son avenir, c'est Pierre Balmain. Il vient de quitter Lucien Lelon pour monter sa propre maison où il invite la jolie madame, un peu plus âgée, plus bourgeoise et plus rangée. Le départ de Pierre Balmain a désolé Lucien Lelon et s'est effectué dans les larmes de toute l'équipe et de Christian plus particulièrement. Mais le patron ne se fait pas d'illusions. Malgré ses scrupules et ses dénégations, il sait que Christian suivra l'exemple de Balmain. Or, un retour mesuré à l'optimisme assure la fortune d'un couple de héros modernes dans l'imaginaire des Français, le cheval gagnant et son propriétaire. À cet égard, les victoires à répétition de l'écurie de Marcel Boussac et la forte personnalité du milliardaire n'ont pas échappé à Christian Dior. Mais le trop poli et trop timide Christian ne sait pas comment entrer en contact avec l'homme tout-puissant et redouté qui pourrait le commanditer. Il ne sait pas non plus que Marcel Boussac a Philippe et Gaston sur les bras, la bonne maison d'autrefois, désormais moribonde, et qu'il cherche l'oiseau rare susceptible de la relancer. Marcel Boussac a fait sa fortune dans le textile après avoir racheté la toile d'avion des coucous de la Grande Guerre. Mais cet homme qui règne sur un empire désormais immense a une fibre sentimentale secrète qu'il réserve à sa seule épouse bien-aimée, l'ancienne cantatrice Fanny Eldy, une femme forte, avisée, régulière. Elle lui parle de Christian Dior pour Philippe et Gaston. L'un de ses collaborateurs est marié à une jolie poule dans le genre rigolote qui a su se caser à temps, Nadine Picard. Elle est également entichée de Christian Dior. « C'est bon, qu'on me l'amène », tonne le despote. En se rendant au rendez-vous, Christian ramasse sur le trottoir une étoile en métal tombée d'une voiture à cheval. C'est un présage, il n'a rien à perdre, il va demander le maximum. Prenez garde aux timides, il renverse les colonnes du temple. Marcel Boussac a tout de suite compris. Avec Christian Dior, ce sera le tiercé gagnant, la beauté, la fortune et la gloire. Dès le début, la Providence se plie aux volontés inflexibles de Christian Dior. Ce sera le petit hôtel du 30 avenue Montaigne et nulle part ailleurs. Victor Grandpierre partage avec Christian la nostalgie des mêmes paradis d'enfance. On recevra donc les clientes comme dans une maison de bonne aloi, décorée mais pas décorative. Ils réinventent ensemble le monde idéal de Madeleine Dior, les éclairages des tableaux de Helleu et de Boldini, ces ovales, ces meubles peints, ce gris Louis XVI qui était passé de mode ou que l'on avait oublié parce qu'il n'avait en fait jamais existé. Christian veille à tout, il est devenu son propre maître, avec pour seule ambition la réussite. On ne mesure pas ce qui lui en coûte, tant il paraît toujours si sensible et gentil. Et
Et maintenant, la garde rapprochée, celle qu'il aime, Marguerite Carré, formidable première de chez Patou, Mitza Bricard, une dame avec un passé, Raymond Zenacker, la confidente de chez Lelon. Christian a convaincu Marcel Boussac par la netteté de son projet. Après la misère de la guerre et la vulgarité des nouveaux riches du marché noir, il faut recréer le luxe, le fini parfait, le bonheur de l'élégance qui s'impose naturellement. Madame Marguerite veillera à la parfaite confection des collections imaginées par le patron. Madame Raymonde assurera le calendrier, les commandes, le fonctionnement d'un navire où il y a déjà 100 personnes. Quant à Madame Bricard, comment ne pas écouter celle qui répond à des admirateurs empressés? Il faut 3 hommes dans la vie, un pour le chic, un pour le chèque, un pour le choc. Et pour les salons et la vente, ce sera évidemment Suzanne Lulling, la Suzanne de Granville. Un jeune homme se présente pour l'emploi de chauffeur, Pierre Perrotino. Le patron l'engage sur sa bonne mine. Perrotino découvre un monde dont il ignorait l'existence et s'attache à celui qui lui a donné sa chance. Concevoir au moins une centaine de modèles demandant une virtuosité technique et un faste disparu implique de trouver des tissus originaux et adéquats quand on n'a connu que des ersatz pendant la guerre. Or, il n'y a pas grand-chose, et ce qui reste est pauvre ou de mauvaise qualité. Une magicienne aux allures de bonne mamie, André Brossin de Méret, trouve ce qui plaira au patron, chez des fabricants qui ne travaillaient plus ou à l'étranger, en Italie surtout. Le souffle d'excitation qui entoure la naissance de la maison attire de nouveaux talents. Assisté du modeste Monsieur Déo, le jeune et surdoué Pierre Cardin devient le premier de l'atelier tailleur. D'origine vénitienne, apprenti à 14 ans, assistant de bébé pour La Belle et la Bête, après un passage éclair chez Schiaparelli, il a le sentiment d'avoir trouvé son port d'attache. 60 ouvrières s'entassent au dernier étage. La moitié d'entre elles sont venues avec Madame Marguerite, mais il faut qu'elles apprennent à se connaître les unes les autres. C'est un monde au professionnalisme impeccable et à la hiérarchie sévère, où le génie de la main sollicite le travail de l'intelligence. La haute couture paye mal. Les grèves sont fréquentes et dures. Elles épargnent la maison. On ne sait pas encore ce qu'elle va devenir et Madame Marguerite n'est pas très syndicale. La cabine où se changeront les mannequins est encore vide, comme les maisons closes que Marthe Richard vient de faire fermer. Ainsi, plusieurs jolies pensionnaires désormais sans emploi postulent. Elles savent marcher, c'est indéniable. Mais elles n'ont pas tout à fait le genre que recherche le patron. Finalement, Noël, Paul, Yolande, Lucille, Tania et Marie-Thérèse, anciennes de chez Lelon ou amies de Suzanne, sont engagées. La baronne de Turckheim, dite Tutu, est la madame de la fanfare. À tout essaim d'abeilles, sa reine. En l'occurrence, c'est Allah, beauté russo-mandchou, venue par hasard pour accompagner une amie. Elle parle peu, mais dans toutes les langues. Elle est secrète, mystérieuse, impassible. Bonne copine si on ne vient pas la chercher, dangereuse si on lui manque. De toute façon, on n'est pas là pour s'amuser. Enfermées dans une mansarde autour d'Hélène Levaché, les dames de la publicité ont l'air de chaisières et Jacques Rouette, le directeur dépêché par Boussac, garde aimablement la bonne distance avec tout le gynécée et notamment les vendeuses. Au déjeuner qu'il offre à ses collaboratrices, Christian Dior rappelle parfois le propos d'une diseuse de Bonaventure de Granville qui lui prédisait qu'il réussirait par les femmes. Suzanne Lulling utilise une autre méthode pour forcer la chance. Elle raconte partout que la collection sera sensationnelle, mais qu'il ne faut surtout pas le dire.
Christian a dessiné au calme, à Fleury, chez Pierre et Carmen Coll, mais la réalisation est ardue. Les femmes fleurs en corolle impliquent des tournures inédites. Si Madame Marguerite est bien à son affaire, il faut que les ateliers suivent. La date pour la présentation de la collection a été fixée au 12 février 1947. Difficile de trouver un pire moment. Il neige sans discontinuer, la température affiche plusieurs degrés au-dessous de zéro, il n'y a pas de charbon et on gèle. Pour tout arranger, la presse se met en grève, Suzanne est au sans-coup, il n'y aura rien sur la collection dans les journaux. Et puis son père vient de mourir, il confie à Suzanne, si maman avait vécu, je n'aurais jamais osé. Mais le bouche à oreille a bien fonctionné. Le tout Paris des dames élégantes a bravé le froid, le silence de la presse et bourdonne d'impatience presque aussi fort que Marie-Louise Bousquet. Dans la cabine, c'est la folie. On est en retard. La jeune femme qui doit annoncer les robes a mélangé ses fiches et Marie-Thérèse, qui passe la première, a tellement le trac qu'elle fond en larmes. Mais Mitza sourit. Et c'est de bon augure. Au fond, le fait que l'hôtel particulier soit décidément trop petit est un avantage. On assiste à la collection les uns sur les autres dans une ambiance survoltée. Les applaudissements se répandent comme une onde de choc et la photographe Pat English ne dérange personne, elle est accrochée comme un porte-manteau. Face à face, Carmel Snow avec la photographe Louise Dalvolf et Bettina Ballard avec Michel de Brunoff sont trop occupés à saisir l'événement pour se toiser. Bébé est assis par terre avec son toutou chéri Jacinthe et beau joueur, Lucien Lelong a tenu à venir assister au triomphe de son ancien protégé. C'est l'arrivée du tailleur bar porté par Tania qui marque définitivement qu'une révolution vient de survenir et que l'on passe d'une période à une autre. Bébé peut dire à Marie-Louise Bousquet qu'il soit heureux ce soir, il ne sera plus jamais tranquille. Et la comtesse Greffeuil, spectre du passé, c'est bien, le petit Christian a fort travaillé. La joie de la maison estompe d'un coup la tension des mois de travail. Personne n'a jamais douté de l'enthousiasme que le patron instillait avec tant de douces résolutions et désormais, on ne l'appellera plus que Monsieur Dior. Les grands magazines saluent désormais la réussite de Christian Dior. Et pourtant, que s'est-il réellement passé ? Carmel Snow trouve la réponse en une formule définitive. Le tailleur bar et la collection Christian Dior, c'est le New Look. Elle a câblé la nouvelle à New York. Acheteurs et journalistes qui étaient déjà partis reprennent le bateau en sens inverse. Un avis de Carmel, c'est une injonction. Et les photos de Louise Dalvolf, qu'elle scrute avec soin dans sa chambre de l'hôtel Saint-Régis, vont faire le tour du monde. Bettina Ballard est moins concise, mais tout aussi explicite. Nous avons été les témoins d'une révolution dans la mode, en même temps que d'une révolution dans la façon de montrer la mode. Elles sont pour une fois tellement d'accord qu'elles signent une paix provisoire et s'asseyent côte à côte chez Balenciaga. Amour, tendresse, corolle, bonheur, la grâce française vient de renaître. Faite de luxe raffiné, de corps féminins comme des fleurs, de silhouettes doucement galbées, avec la nudité que l'on espère et la pudeur que l'on souhaite. Et Christian Dior de préciser, la maison Christian Dior profita du retour des esprits à un idéal de bonheur civilisé. Il reste quand même des poches de résistance, où l'on considère l'avenue Montaigne comme l'antre de la dépravation et la profusion des étoffes comme des gaspillages insolents et des provocations insupportables. Ainsi, les poissardes de la rue Le Pic se déchaînent contre un infortuné mannequin que des photographes petits malins ont entraîné dans un piège.
C'est une controverse que François Giroud efface d'un dernier mot. Christian Dior était inconnu le 12 février et célèbre dans le monde entier le 13.